Bonjour les amis. Ne me demandez pas comment on en arrive là, il s'agit d'une conversation banale entre Emma et Sylvain. Oui, mais les mouettes, c'est plus petit. C'est la même affaire. Comment? Non, c'est pas la même affaire, une mouette et un goéland. OK. Donc, la mouette est au goéland, ce que la corneille est au corbeau. Exact. T'es en forme, hein? Ce que le marsouin est au rorcal. Ce que les auteurs, en général, sont à Sylvain Laforest. Oui. Non, quand même pas, là. Juste Ouais. Dostoïevski. Je pense que le plus chaud, j'ai Pardon. OK, c'était le fun. J'ai reçu des gouttelettes. Non, Corona. Mais tu casses toute ta maison, quoi. Non, je suis en train de toute la réparer. Là. Je suis en train de toute la réparer pour la vendre. Alors, moi, je pense que si tu veux faire une annonce en ligne, on trouve un acheteur. Ah oui, sûrement, c'est ça. Ouais. Fais-nous l'annonce de ta maison, alors. C'est quoi? C'est un cottage sur 2 étages, une vieille construction, 1907. Il y a un solage, une cave en ciment qui a été faite en 1933. Ils ont soulevé la maison, ce qui était un chalet à l'époque en 1907 parce que c'était loin de la ville. Et c'est dans un quartier hyper paisible. Il y a plusieurs pièces, il y a un petit bureau, il y a 2 salles de bain, il y a 4 chambres en haut, une qui est très petite par contre, mais il y a 4 chambres en haut. Puis, mais elle a beaucoup de charme. Celle-là, comme c'est une très vieille maison, ça ressemble pas du tout aux nouvelles constructions. Là. Donc, elle a beaucoup de vécu. Je l'aime pour ça. Hein. Mais j'ai un truc allergique, hein. Bon, ça y est. J'ai dû me faire piquer par une bestiole. Hein. C'est la chaleur. Ah, c'est la maladie de Lyme. T'es probablement mourante. Et ça me gratte, je m'arrache la peau. Ah, ben là. On dit ça me pique. Gratter, c'est l'action de frotter après. Attends, je mets un peu de salive. Voilà. Je fais à l'ancienne. Pascal, Ouais. t'as de l'antivenin? Mais je me suis fait... Je suis en train de perdre mon bras. C'est horrible, ça me brûle, je sais pas. Mais ça me pique et ça me gratte. C'est horrible. J'ai dû me faire piquer par une bestiole. Hein. Tu veux que je fasse pipi dessus? C'est Mais vrai, non. ça tue les microbes. De faire quoi? Faire pipi dessus. C'est dégoûtant. Ouais. Là, il peut déféquer aussi. Ça, tu peux l'étendre. Ah, t'es dégueulasse, Sylvain. Oui, là, oui. Bon, est-ce que t'es prêt pour cette chapitre? C'est 9h pour toi en même temps. Hein. Ouais. Yep. Est-ce que t'es prêt pour ce chapitre 4 qui est juste génial? Oui. Oui? Oui. Tant Ben, que t'as j'ai- encore envie, on en profite pour l'enregistrer. Hein? Ok, Mhm. écoute, si t'as rien à ajouter, moi je te propose qu'on commence. J'ai rien à ajouter. Rien à ajouter, ok. Non. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la déprogrammation. Salut Sylvain. Allô, Emma, comment ça va? Ça va super bien. Pour moi, il est 14h, on enregistre. Pour toi, Chanceux. 9h du matin. Oui. Mais Non, Sylvain, non, ça va. comme il est tôt chez toi, tu t'es Mhm. installé dans ta cuisine. Et Oui. ce qu'on voit pas, c'est que tu t'es mis le café en perfusion. Oui, presque. Ben, il y en a un ici, puis ben, j'ai un tube aussi. Là. Tout est correct. Et j'ai ce qu'il faut pour accompagner le restant des drogues. Je ne sais pas comment Sylvain fait pour tenir, mais il dort 4 heures par jour à peu près, Ouais. par tranche de 24 heures. Ouais. C'est dingue. Bon, en tout Ça cas, continue. nous, on est ravis de continuer cette aventure avec toi. Bon appétit à ceux qui regardent la vidéo en mangeant. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent nos échanges en mangeant. Sylvain. Oui, ça doit être moi qui ouvre l'appétit. Oui, bah à force de parler de poutine et de fast-food québécois, Oui, c'est ça. en tout cas, J'avoue. tu nous donnes envie de découvrir ta région, mais pour le moment, on ne peut pas venir. C'est un casse-tête de voyager avec toutes ces histoires. Ben, en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais même l'Angleterre bloqué hier tous les voyages à l'extérieur jusqu'au mois de juin. Donc, Alors, les amis, Sylvain, hier, il m'envoie un message Yep. et il m'envoie un article, justement, que tu vas juste nous expliquer avant qu'on commence. ouais, Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais même si vous la voyez dans des années et que le monde est redevenu normal, ouais. en tout cas au niveau de la psychiatrie, ça fera un souvenir ou un reminder pour ceux qui sont oubliés parce que moi, j'ai partagé cet article sur mon compte Twitter que tu Ouais. m'as envoyé. Ouais. Explique-nous pour ceux qui n'ont pas suivi. Ben, en fait, c'est juste que je suis tombé là-dessus hier. Ben, tu sais, on sait, ils essaient de tuer tous les voyages aériens et tout. Puis ils se donnent toutes les raisons du monde. Là, ils créent des variants à volonté. Là, en ce moment, le variant ci, variant ça. Et l'Angleterre, donc, a annoncé
que, je crois, à partir de la semaine prochaine, ils étaient pour coller des amendes de 5 000 livres sterling pour tout voyage à l'extérieur du pays non motivé par une raison suffisante. Et en gros, la raison suffisante, c'est avoir un proche mourant à l'extérieur du pays. Sinon, il n'y a aucune raison. J'imagine que si tu travailles pour la Banque mondiale ou le FMI, il n'y aura pas trop de problèmes non plus. C'est une raison suffisante. Mais pour le commun des mortels, ça va devenir compliqué. Puis si l'Angleterre le fait, ben il faut prévoir que d'autres pays vont commencer à le faire aussi. Tu sais. Puis ça fait qu'une entrave de plus à la liberté. Le bon côté des choses, c'est que tous ceux qui aiment voyager et qui sont encore moutons, ben, vont s'insurger un peu plus. Donc, ça va réveiller une nouvelle tranche de la population. On y arrive tranquillement. Donc, même les vaccinés, hein, les vaccinés, ils sont enfermés dans l'enclos. Et il y en a très peu des vaccinés. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent se faire vacciner. Et les pourcentages ne montent pas très rapidement, sauf dans les journaux. Et oui. La réalité... les gens ont un peu peur de la picouse, hein, on les comprend. Ben, je pense que on a fait, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont fait beaucoup de bons boulots de ce côté-là pour avertir des dangers de ça. Puis de toute façon, la plupart des gens sont au courant que les vaccins pour les grippes et tout ça, c'est pas très, très efficace parce que c'est des virus qui sont toujours en mutation selon les saisons, donc ça donne vraiment pas grand-chose. Oui. Alors, c'est notre système immunitaire qu'il faut activer. Oui, absolument, d'autant plus que le vaccin contre la grippe, il existe depuis des lustres et que la grippe est toujours là et fait toujours autant de morts chaque année. Enfin bon, maintenant, on nous dit qu'elle a disparu, mais... Oui, elle a disparu des statistiques seulement. On l'a mis à l'intérieur de la statistique Corona dorénavant. Exactement. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir des abonnés, Sylvain, qui connaissent comment on s'occupe bien de soi. On a souvent des messages d'ailleurs, super, avec des témoignages. Bon, je sais que toi, tu n'es pas encore très jus, nourriture vivante, bonnes énergies. Mais tu vas y arriver, Sylvain, on va réussir tous ensemble. Non, c'est sûr que je ne mange pas les animaux vivants. Je suis pas. J'aime mieux qu'on les abatte d'abord. Alors, aujourd'hui, on va faire une capsule sur le chapitre 4. Et comme tu le sais, Sylvain, c'est un chapitre que j'adore. Oui. Pourquoi même pas forcément, même, on va dire, un de mes préférés. J'adore ce chapitre 4 qui s'appelle Le contrôle de la pensée. Yep. Et en fait, dans le livre, la déprogrammation, c'est là où tu nous parles des périodes de l'histoire où on a été plus ou moins influencé, on dit en anglais brainwashé. Oui. Endoctriné. Oui. Et tu nous fais des codes soulignés. Alors, si c'est souligné 3 fois selon les périodes de l'histoire, ça, c'est vraiment des périodes où il y a eu une propagande d'enfer. S'il y a pas... Alors, c'est vraiment super parce qu'on arrive bien à naviguer dans ce chapitre 4 qui est quand même assez long. Et on va parler de plein de choses. Tu vas aujourd'hui nous parler d'Edward Bernays aussi qui arrive enfin dans nos discussions. On en a beaucoup parlé sur plein d'autres émissions aussi. C'est une personne qui était assez inconnue jusqu'à maintenant. Et maintenant, les amis, vous commencez à entendre parler d'Edward Bernays. Pourquoi pas aussi de Noam Chomsky qui est une grosse référence dans la fabrication du consentement. Bon, évidemment, propagande. Focus Group aussi, tu vas nous raconter des histoires aujourd'hui. Oui, c'est ça. De biscuits, de pubs. Moi, j'adore. Et les amis, regardez-moi ce gros pavé. En fait, il est disponible ici dans nos contrées. Pour le Québec, il faut attendre encore un petit peu. Et en fait, il est encore plus lourd et encore plus gros que Guerre et mensonge. Il a 525 pages et 468 de mémoire pour Guerre et mensonge. Et il y a toujours le marque-page que j'adore. En tout cas... C'est inspirant, l'indignation, hein? Exactement. 5 pages. Sylvain s'est tellement énervé qu'il n'arrivait plus à s'arrêter et il nous embarque pendant 525 pages de lecture. C'est des livres toujours top avec... écoute, tu nous embarques dans tellement de choses et c'est relié, évidemment. On sent vraiment l'influence de ton amour pour l'histoire.
Oui, puis oui, bien sûr. Puis pour l'anecdote aussi, les deux, l'homme et la femme sur la couverture, sont mes enfants, Oui. Charlotte et Louis. Ouais, Alors, ouais, c'est écrit au tout début du livre, hein, parce que tu ouais, l'as dédicacé pour tes enfants. ouais. Alors, Charlotte ici Oui, et Louis ici, c'est qui ça. regarde le bouton, Ouais, ouais. le fameux bouton pour se déprogrammer. Moi, j'adore. Alors, la tagline de ton livre, avant Mhm. qu'on commence, puisque Guerre et mensonge, je le disais à chaque fois, maintenant on le connaît par cœur. À la tagline de la déprogrammation, c'est: les médias n'existent que pour recréer la réalité et désinformer. Ouais, Effectivement, c'est un livre qui parle de la fabrique de l'information. ouais. Alors, Sylvain, par où on commence dans ce chapitre 4 avec tout ce que tu as à nous raconter? On commence par quoi? Oh là là. Ben écoute, c'est ça, il est assez chargé, ce chapitre-là. En fait, je pense que ce qui est important de comprendre, dans le fond, quand j'ai voulu commencer à analyser, disons, les rouages de la désinformation, pour moi, je suis retourné à la base. Comment ça a commencé, en tout cas, l'époque moderne de l'endoctrinement via les médias, particulièrement. Et, tu sais, tantôt, tu parlais de différentes périodes de niveaux d'endoctrinement, dans le fond, où les gens comprennent absolument pas ce qui se passe et achètent tout ce qu'on leur dit et tout ça. Et d'autres périodes où, contrairement au contraire, tu sais, les gens sont beaucoup plus libres d'esprit. Ben, ce qui arrive, c'est que ça suit beaucoup l'histoire, d'une part, mais aussi l'évolution de la publicité. OK? Et donc, c'est ces deux facteurs-là, dans le fond, qui vont beaucoup jouer sur ces niveaux-là. Et si on regarde au niveau de l'histoire, ben, on voit que les périodes pré-guerre ou pendant la guerre sont des périodes d'endoctrinement total. C'est-à-dire qu'on manipule la population pour leur rentrer dans la tête qu'on se dirige tranquillement vers une guerre. OK? Ça, c'est une première chose. Donc, la propagande est hyper active à ce moment-là. Et on trouve toutes les façons imaginables là, pour créer des espèces de faux conflits là, pour lesquels on devrait se battre éventuellement. Et il y a d'autres périodes qui sont plus où tu dois faire face à la réalité. Si rapidement, je parle, mettons, de la période de 1930 à 1935, ce qui est assez intéressant parce que, dans le fond, on venait d'avoir une crise économique. OK? On sortait d'une période qui était très endoctrinée pendant les années 20. Mais de 30 à 35, particulièrement aux États-Unis, mais à cause des suites de la crise économique, ben, les gens ont été pris avec la dure réalité du chômage, de la pauvreté, et on n'était pas encore dans la préparation de la Deuxième Guerre mondiale qui est venue tout de suite après. Ce qui fait que juste pendant cette petite période-là de 5 ans, ben, il y a eu une espèce de répit. Il y a eu où on a plus travaillé de tout bord, de tout côté, à essayer de relever un peu l'économie et de replacer les choses. Tu sais. Évidemment, c'est toujours fait dans l'intérêt de ceux qui nous dirigent, là, et c'est jamais dans l'intérêt de la population ou à peu près. Mais sauf que si tu as une population qui ne travaille pas, ben, c'est difficile de faire du fric au bout du compte aussi pour les gens. Donc, ça, c'est un exemple. On peut revenir plus tard avec les autres périodes, là, ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est que, particulièrement aux États-Unis, mais dans tous les pays, c'est qu'on doit manipuler l'opinion publique avant d'entrer en guerre. Ça, c'est vraiment important aussi parce que c'est ce qui va justifier que ton gouvernement, dans le fond, pousse à la conscription, pousse à prendre les armes contre les autres. Et donc, c'est important. Puis, aux États-Unis, dans le fond, qui est un des pays importants au niveau des guerres depuis le début du 20e siècle, ben, tout se joue sur le patriotisme, OK? Parce que la population est convaincue que on se bat pour le pays, OK? On se bat pour la démocratie. On se bat pour les bonnes raisons. Et donc, manipuler l'opinion du public a toujours été hyper importante. Donc, avant, pour les guerres, tu sais, si on regarde Moyen-Âge, Renaissance, tout ça, c'était beaucoup la religion qui contrôlait le peuple et qui amenait, si on passe aux croisades, entre autres,
on allait se battre pour le christianisme, la chrétienté contre les méchants musulmans à Jérusalem et tout. Mais donc, c'était beaucoup la religion, dans le fond, qui guidait les populations vers ça. Et ça s'est raffiné avec le temps, mais surtout avec la force des médias qui ont pris beaucoup de force, en fait, à partir du 19e siècle, beaucoup. Et surtout, particulièrement, donc, dans la période pré-Première Guerre mondiale, ben, les médias ont pris le relais sur la religion. D'ailleurs, Sylvain, tu dis dans ton livre que les médias sont plus efficaces que les sermons du dimanche à l'église. Bah Et oui. c'est vrai. C'est vrai parce que ben, la religion fonctionne toujours par la menace, dans le fond. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, ben, tu vas aller en enfer et tout. Mais la propagande et la désinformation, dans le fond, jouent plus sur les sentiments, les émotions, ben, justement, le patriotisme, la justice, la démocratie et tous ces trucs-là. Et tendent à démoniser beaucoup l'adversaire. Si on regarde justement la préparation de la Première Guerre mondiale, pour moi, ça a été vraiment comme le début de la propagande moderne, dans le fond, mais qui en était visiblement à ses balbutiements. OK? Parce que on a des personnages qui sont sortis de ça, comme George Creel et Ivy Lee. Et Edward Bernays, sur lequel on va revenir. Mais dans le fond, qui faisait de la propagande qui était très premier degré. On comparait dans le fond, on disait que les Allemands crucifiaient les Canadiens. Puis là, il y avait des images là, vraiment de propagande de soldats canadiens sur des croix, là, comme on pouvait penser à 3 jours avant Pâques. Là. Et donc, ça ressemblait à ça. On disait que même les Allemands mangeaient les enfants belges. Puis on comparait beaucoup. On mettait un casque allemand à pic sur King Kong et voici, tu sais, il était là pour venir violer vos femmes. Là. Et c'était quelque chose de très primaire, je dirais, de très premier degré. OK? Mais je pense que ça fonctionnait. Parce que si on regarde dans le fond, quand est venu le temps des conscriptions pour la plupart des pays qui ont été en guerre dans la Première Guerre mondiale, ben, les gens se portaient volontaires avant qu'on vienne les chercher. Donc, ça veut dire qu'on croyait cette propagande-là, on croyait se battre pour la justice, pour la défense de ton système, de ton pays, de ta patrie. Et même de ta famille, là, en quelque part. Donc, c'était une question d'honneur à ce moment-là et ça fonctionnait. Mais avec le temps, c'est devenu toujours un petit peu plus difficile d'aller chercher les gens. On a dû faire des conscriptions forcées, mais on a dû aussi raffiner la propagande pour réussir à enrégimenter les gens. Donc, alors, Sylvain, je voulais ouais. juste te demander une chose. Ouais. Parce que c'est tellement riche, ce chapitre, que, en fait, nous, on oublie, encore une fois, on a Internet, etc. Et tu commences ton 4e chapitre en nous parlant des faux articles de journaux, justement dans cette période dont tu parles, vers 1914-1921. Je crois que c'est vraiment cette première période qu'il y a dans ce chapitre-là, en parlant de Ivy Lee. Oui. C'est quoi ces faux articles de journaux? Ben, Ivy Lee, entre autres, bon, il a fait de la propagande pour le gouvernement pré-Première Guerre mondiale. Mais après ça, le charmant John D. Rockefeller, qui était vraiment pas très charmant, en fait, faisait beaucoup de frasques et d'écarts. Et il a engagé Ivy Lee pour, dans le fond, redorer son image. Ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, il y avait eu des grèves dans des mines, je crois, qui appartenaient à Rockefeller, ou des puits de pétrole, je pense, c'est ça. Et Rockefeller, qui est très tendre, avait engagé carrément un détachement militaire pour aller mater la grève des travailleurs. Et il y a eu une espèce de mini-bataille qui s'en est suivie. 13 morts, je crois, je me souviens, et qui sont sortis de ça. Et évidemment, les gens étaient complètement indignés que les travailleurs comme ça qui manifestaient leur désaccord avec les conditions salariales puis les conditions de travail là, dans les entreprises Rockefeller, ben
pour la population, ça n'avait aucun sens. Ce qui fait que Rockefeller a dû redorer son image. Et Ivy Lee, lui, ce qu'il faisait, c'est des faux articles de journaux sur, dans le fond, la philanthropie de John D. Rockefeller et sa générosité envers le peuple. Et il y avait même un photographe qui avait été engagé pour suivre Rockefeller alors qu'il donnait de l'argent à des mendiants sur la rue. Donc, c'est comme ça que, dans le fond, on fabrique une image. C'est avec des mises en scène. Puis, si on se reporte à aujourd'hui, les nouvelles sont fabriquées comme des mises en scène. C'est de la même façon que ça se fait. En fait, quand tu nous parles de philanthropie, je pense que toutes les personnes qui t'ont entendu il y a quelques secondes ont pensé à Bill Gates. Ah oui, Bill Gates aussi, le grand philanthrope. Mais on est toujours avec la même image. Oui, donc, en fait, c'était déjà le cas au début de la Première Guerre mondiale avec Rockefeller. Oui, puis aujourd'hui, le nombre d'articles de journaux qui vont nous parler de la philanthropie de Bill Gates, c'est quelque chose. La différence, c'est que la philanthropie aujourd'hui est déductible d'impôts. Il ne faudrait pas oublier. Donc, c'est beaucoup plus facile quand tu as 104 milliards dans ton compte en banque d'être philanthrope et pour qu'en plus, ça te sauve des impôts. Tu n'as pas à payer d'impôts en bout de ligne. Donc, je me rappelle... il y avait eu une grosse campagne où Bill Gates avait donné des ordinateurs dans les écoles. Et là, tous les journaux en parlaient et tout le monde disait « Ah, il est tellement généreux, Bill Gates et tout ça. » Ben oui, c'est ça. Pour lui, déjà, les ordinateurs coûtent à peu près 3% du prix duquel il les vend, ces ordinateurs-là, même pas. Et non seulement ça, mais en les donnant, tout devenait déductible d'impôts et tout ça. Mais ça, on ne nous le mentionne jamais là, dans les grands philanthropes. Parce que tu es mauvaise langue, Sylvain. Tu es médisant. En fait, c'est pas... Mais pour vrai, là, c'est un peu énervant quand on nous parle là, des philanthropes, tout ça, des riches qui arrivent en Jaguar à un événement de philanthropie, et qui s'en viennent, dans le fond, foutre de l'argent dans leur cachette d'impôts. Puis, et personne ne nous le dit jamais. On nous parle juste de leur grande générosité de ces gens-là. Et oui, ça aide des organismes et tout ça, mais c'est de l'argent qu'on prend à la population si on la prend en impôts. Donc, ceux qui sont philanthropes, c'est la population malgré eux. C'est eux qui ne bénéficient pas des impôts là, qui vont être donnés à certains groupes, mais choisis par les riches, qui donnent des conférences de presse et qui viennent distribuer des chèques de 6 pieds par 4 pieds. Puis, alors, écoute, maintenant que je te sens bien maintenant, Sylvain, je le sens bien réveillé, on va pouvoir attaquer, parce qu'il y a un gros morceau dans cette période qui s'appelle la commission Creel. Et en tout cas, regardez le descriptif de cette vidéo, les amis, parce que je vous mettrai en lien une vidéo que Pascal avait montée de 19 minutes et on parle dedans de la commission Creel, si vous voulez voir quelques images d'époque, parce que c'est vraiment chouette. Alors, George Creel, lui, qu'est-ce qu'il fait là dans cette période? Il sert à quoi? C'est ça. Creel, ça a été un des propagandistes. Moi, je trouve que j'ai regardé un peu l'œuvre de Creel et je trouve que sa plus grande contribution à la propagande, à l'évolution de la propagande et de la désinformation, ça a été d'engager Edward Bernays. Pour moi, c'est ça. Parce que, dans le fond, Edward Bernays est devenu un peu son apprenti. Mais lui, il a décuplé plusieurs fois la force de la propagande. Bon. De quelle façon il s'est pris? Edward Bernays, premièrement, c'est qui? C'est le neveu de Sigmund Freud. Donc, c'est pas n'importe qui. Sigmund Freud, c'est, disons, presque le Jésus de la psychanalyse à l'époque. Là. À cette époque-là, je veux dire, c'était l'autorité mondiale, en fait, en termes de psychanalyse. Ce que Bernays a fait, au fond, c'est qu'il a été chercher, puiser dans les théories philosophiques et psychanalytiques de Freud pour complètement réinventer la publicité. Okay? Et donc, dans le fond, c'est que la publicité est passée de quelque chose de premier degré à
quelque chose qui suscite des émotions dans ton inconscient, suscite des désirs dans ton inconscient. Et ça a été une évolution majeure, parce qu'on va voir plus tard, il l'a appliqué à la propagande après. Mais au début, c'était à la publicité qu'il l'a fait. Donc, dans le fond, là, pour donner un exemple rapide, ce que je dis, c'est l'exemple du piano, de la publicité de piano. Donc, pré-Bernays, une publicité de piano, on peut aller voir en 1890, là, c'était un petit dessin de piano dans un journal. Et en dessous, c'était écrit piano droit, son exceptionnel, bâti, construit en noyer, très solide et durable. OK? Donc, on avait une publicité où on disait ah, ben good, je peux aller m'acheter un piano, tout ça, il a l'air solide et il va avoir un beau son, c'est parfait. Et c'était premier degré. Ce que Bernays a fait, ce qui a transformé, c'est que, dans le fond, la publicité est devenue quelque chose qui suscitait de désir et d'émotion. Donc, on pouvait avoir le même piano, rendu dans les années 20, et là, le piano est entouré de toute une famille qui chantait autour du piano. Et on ne parlait plus de l'objet comme tel, mais le piano était devenu le lien qui soude la famille autour de laquelle elle se réunit pour chanter en chœur. OK, tu vois? Et donc, le bonheur familial était relié à avoir un piano à la maison. Donc, on suscitait carrément autre chose que le rationnel. Et ça venait beaucoup, justement, de Freud. Historiquement, ce qui est vraiment intéressant à cette époque-là, c'est que, premièrement, on vit une grande période d'industrialisation en Amérique, mais partout dans le monde, en Occident, disons. Et l'industrialisation, ce que ça fait, c'est que ça produit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement des biens, OK? Mais la population n'augmente pas plus rapidement pour consommer ces biens-là. Donc, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans les années 20 et qui ont fait qu'on a voulu créer, dans le fond, la consommation qui était non rationnelle, dont on n'avait pas besoin. OK? Premièrement, les banques ont commencé à faire des marges de crédit. Donc, les gens avaient plus besoin d'avoir l'argent pour acheter leurs trucs, mais avaient de l'argent que la banque leur prêtait en attendant que tu puisses la rembourser. On sait comment ça fonctionne, une marge de crédit. On en a tous, puis on est tous dans le rouge aujourd'hui. Mais donc, mais c'est ça. Donc, c'est à cette époque-là, et c'était dans le but, justement, que les gens acquièrent des biens dont il n'y avait pas de besoin nécessairement. Il y a ça. Il y avait une autre chose qu'on a faite dans les années 20, c'est que on avait juste les hommes qui travaillaient à cette époque-là. Et donc, on a décidé de faire travailler les femmes aussi pour créer toute une nouvelle tranche de consommatrices maintenant aussi. Parce que si les femmes travaillaient, elles avaient leurs sous et pouvaient dépenser pour des trucs utiles comme le maquillage. Non, c'est une blague. Mais donc, mais tu vois, genre, donc, on a voulu, ça a été tous les mouvements de libération de la femme et pour participer au vote, que les femmes puissent voter. Tout ce mouvement-là était financé par les grands banquiers de ce monde, les Rockefeller, les Morgan, ont tous financé ces mouvements-là. Donc, on était en train de créer justement de la fausse argent sur du vent, puis de faux consommateurs, tout ça. Il restait maintenant à les faire consommer de manière irrationnelle, et c'est là qu'Edward Bernays a été hyper important. Parce que si entre autres, on fait la scission de tout ça, il y a eu une marche, éventuellement, je pense que c'est en 1920, de femmes qui se disaient libérées pour la libération de la femme. Qu'est-ce que Edward Bernays a fait? Parce qu'il n'y avait que les hommes qui fumaient à cette époque-là. Donc, Edward Bernays, petit ratoureux comme il était, il a mis à des femmes qui étaient carrément payées par lui. Dans le fond, c'était des figurantes qui étaient à l'intérieur de cette manifestation-là pour la libération des femmes. Il leur a mis des cigarettes Lucky Strike à la bouche. Et là, les femmes fumaient. Et dans le fond, la Lucky Strike, dans les publicités, est devenu un symbole de torche de la liberté. C'était presque la statue de la liberté parce que les femmes pouvaient brandir le Lucky Strike pendant qu'ils faisaient leur libération en même temps. Et les femmes se sont mis à fumer. Et il a décuplé le nombre de cigarettes parce que, puis dans le fond,
le génie de cette publicité-là, c'est que c'était devenu de l'actualité parce qu'on voyait les femmes fumer dans la marche, dans les actualités le lendemain. Là, c'était dans les photos de journaux. Donc, ça, là, c'est hyper important. Tous les petits trucs que Bernays a fait comme ça pour faire vendre les choses, parce que c'est des trucs qu'on va appliquer à la propagande éventuellement. En fait, c'est lui qui a créé le concept des influenceuses, en fait. Hein, c'était le début de oui. ça. Et d'ailleurs, dans cette fameuse commission Krill dont tu parlais tout à l'heure, qui a été en fait créée, comme tu nous le disais, pour rentrer en guerre, parce que le président de l'époque était profondément avec un discours pacifique. Il a été élu en disant l'Amérique est pacifique. Ouais, Il a fallu effectivement, comme tu disais, tourner l'opinion publique pour que oui. voilà. Oui. Et cette commission Krill, je crois qu'elle a aussi fait intervenir Charlie Chaplin. En tout cas, ce que tu nous dis dans ton livre, c'est que les discours étaient calibrés sur 4 minutes. Oui, ben ça c'est Krill qui a fait ça aussi, en plus d'engager Bernays. C'est que dans le fond, c'est là que dans le fond, la propagande est devenue une science. Et ils se sont mis à pas juste faire les choses par réflexe ou par intuition, mais on s'est mis à calculer les choses pour que ça fonctionne vraiment, que ça devienne vraiment efficace. Puis George Krill, entre autres, lui, il faisait faire des speeches de 4 minutes. Les politiciens, peu importe les gens qui travaillaient avec lui, c'était des speeches de 4 minutes parce que lui avait établi qu'au-delà de 4 minutes, les gens, leur attention s'en va un peu ailleurs et tout ça. Donc, il valait mieux faire un 4 minutes efficace, comme on dit, jamais épaté d'informations, mais efficace, et plutôt que de donner toutes les informations sur 1 heure et alors que les gens se mettent à bâiller pendant 56 minutes après. Là. Donc, c'est un peu ça. Et Krill, quand même, oui, a été important pour transformer la propagande en science. Et justement, son dauphin, Bernays, dans le fond, ce qu'il va faire dans les années 20, il va écrire 2 livres qui est Cristalliser l'opinion publique et propagande, 2 livres qui sont majeurs dans le fond, parce que c'est là qu'il explique ses techniques sur comment on manipule les foules et comment on va chercher dans le fond leur consentement pour peu importe quoi que ce soit. Tu parles aussi des enseignants qui vendent la guerre à leurs élèves. Comment ça fonctionne, ça? Oui, ben ça aussi, c'est que l'éducation, on le sait, c'est la même chose que les médias, c'est-à-dire que l'éducation joue un rôle de propagande énorme. Pour ceux qui voudraient le voir aujourd'hui, quand vient le temps de manifester pour nos libertés, on va réussir de peine et de misère à Montréal à sortir 50 000 personnes en ce moment, alors qu'on est dans une dictature totale. Quand Greta Thunberg vient parler du réchauffement climatique, tu vas avoir 500 000 personnes qui vont marcher dans les rues de Montréal. Pourquoi? Parce que les enfants sont brainwashés à l'école sur le réchauffement climatique. Donc, on peut voir comment l'école joue un rôle important. Et en ce moment, il pose même des problèmes au sein des familles parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé qui comprennent qu'on vit de l'abus en ce moment au niveau de toutes les mesures sanitaires, tout ça. Ils le comprennent et ils essayent de minimiser, mais leurs enfants reviennent de l'école complètement brainwashés là-dessus, puis fais attention à ton masque, fais attention à ton ci, parce qu'à l'école, on leur fait chanter des comptines sur le masque, sur la distanciation sociale, sur tous ces trucs-là, sur l'importance de se laver les mains, et bon, OK. Et je pense que là, c'est facile de comprendre comment l'école joue un rôle. C'était la même chose dans les guerres, c'est que les professeurs moussaient, dans le fond, la fibre patriotique pour que les jeunes en fin de secondaire, au fond, aillent s'enrôler pour les guerres. Donc, c'est hyper important, tout cet aspect-là. Donc, l'éducation, les médias, c'est ça, ils jouent sensiblement le même rôle. Et puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait que si on regarde, mettons, là, pour les premières périodes, il y a eu une période qui a été très endoctrinée pour la Première Guerre mondiale, tout ça.
Les années 20 aussi ont été très endoctrinées parce que là, c'était par rapport à la publicité puis à la consommation. Donc, et les marges de crédit qui se sont mis à gonfler, c'était pas pour rien. C'était pour qu'en 1929, au fond, tout le monde se retrouve dans la merde quand il y a eu un crack économique. Et ça aussi, c'était calculé très évidemment pour mettre tout le monde à sac et faire un reset. Donc, il y a eu quelques années de répit, donc 30-35, là, on a laissé les gens un peu tranquilles quand même. Puis, en 1935, 34-35, dans le fond, on recommence la propagande de préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est pas à peu près. Là, Alors, Sylvain, à fond la avant qu'on caisse. mette les pieds Ouais. là-dedans, Oui. je te laisse prendre une tasse ou une gorgée de ton café et moi, je vais lire un bout de ton livre. Mm-hmm. Parce que ça correspond exactement à la fin de cette période dont tu nous parles, Oui. de la consommation. Et tu nous fais un clin d'œil aussi sur les journalistes. Mm-hmm. J'ai pas pu résister. Vous savez, les amis, des fois, j'aime bien faire un petit paragraphe de lecture parce que j'adore. Oui, moi aussi, ça me donne une pause. Voilà, ça fait une petite pause à Sylvain. Alors, c'est parti. Les médias nous mentent, la publicité nous ment, mais on agit comme si de rien n'était. Si la publicité a démontré qu'elle pouvait influencer les habitudes de consommation, elle pourrait tout aussi bien contrôler aisément la pensée des gens. Si la publicité réussit à convaincre les consommateurs à acheter des biens dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas, imaginez comment il peut être facile de simplement glisser une idée ou un préjugé quelconque dans la tête de ces mêmes personnes. Les techniques publicitaires de Bernays allaient donc être utilisées pour lancer de vastes campagnes de désinformation pour détourner le regard de la masse sur la réalité. Les domaines de la propagande, des relations de presse et de la publicité sont intimement liés. Le journalisme n'allait pas tarder à intégrer les rangs de ces manipulateurs professionnels. Si les trois premiers ne cachent pas leur vraie nature frauduleuse, les journalistes, eux, opèrent en secret derrière un masque de vérité. Oui. Alors moi, j'adore ce passage de ton livre. C'est tellement actuel. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que, ben c'est, tu sais, j'avais raconté l'histoire d'Orson Welles et dans le fond, et de ses Martiens et de son reportage, son faux reportage radiophonique sur l'invasion des Martiens. Ben c'est tout à fait ça. C'est que, au fond, les journalistes font la même chose que la publicité, sauf qu'ils le font sous un voile de vérité parce qu'ils font semblant qu'ils reflètent la réalité et qui informent les gens, mais ils les désinforment complètement. Et ça, dès que ça va être compris par les gens, on va arrêter de nous manipuler. Mais il faut vraiment que ça entre dans la tête des gens, qu'on nous recrée une réalité qui n'existe pas dans les médias et dans l'information particulièrement. Alors, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas vu les premières capsules à aller voir comment ça fonctionne. Donc, Commission des affaires étrangères, CFR, Sylvain nous en parle tout le temps, depuis même Guerre et mensonges. Allez vraiment voir ce que Sylvain nous explique parce qu'il y a des personnes qui sautent dans le train en cours de route. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, Sylvain, toi, tu es tellement dedans que merci de le rappeler. La guerre, elle est au niveau de l'information parce que tout le monde essaie de casser du sucre sur le dos des politiciens qui sont juste des marionnettes. Et comme tu nous le dis justement, en fait, sans les médias, rien n'est possible. Rien n'est possible. Absolument pas. Il n'y aurait aucune pandémie sans les médias parce qu'on ne connaît personne qui attrape ce truc-là ou qui en meurt. Donc, oui, on va nous dire que quelqu'un l'aurait attrapé, mais comme les tests sont faussés, il n'y a pas moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, la pandémie comme telle n'existe pas si il n'y a pas les médias pour la créer pour nous, pour créer l'hystérie. Et c'est pas nouveau. On contrôle les gens par la peur depuis toujours. C'est la meilleure façon de les faire obéir au doigt et à l'œil. C'était la même chose avec la religion avant. On te menaçait de l'enfer éternel, des mauvaises grâces et peu importe là, à l'époque. Et aujourd'hui, on te menace de terrorisme, on te menace de guerre, on te menace de mourir des virus. Et c'est toujours comme ça. Et quand les gens ont peur, ben, ils réclament une espèce de sécurité du gouvernement. C'est là où ils s'en remettent au gouvernement pour nous sauver.
Et là, t'es pris dans un engrenage parce que il y a pas moyen de s'en sortir. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. Tout ce qu'on nous raconte en ce moment est pour que forcer les gens à se porter volontaires pour le vaccin, c'est de leur faire peur. On leur fait peur qu'ils ne pourront plus voyager, ils ne pourront plus aller voir des spectacles, ils ne pourront plus aller voir leurs aînés, ils ne pourront plus... et donc, ta vie est terminée pratiquement si tu ne te fais pas vacciner, OK? Et c'est comme ça qu'on contrôle les gens, mais à la base, on est dans la grippe saisonnière, pareil comme d'habitude. Il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Et à la fin, ça ne change pas la vie non plus, on ne revient pas à la norme parce que je rappelle qu'en Israël, ceux qui ont reçu leurs 2 doses de leur vaccin, ils peuvent aller à des concerts avec toujours le masque, distanciation, c'est limité au nombre de personnes, ils ont une vie. Mais franchement, c'est hallucinant. Ils sont tellement dedans, ils ne se rendent pas compte. Et comme tu nous le disais au début de la capsule, les Anglais qui, eux, ont aussi eu leur vaccin, ils restent chez eux. Hein. C'est pas de... Non, c'est ça. Ça change absolument rien parce que de toute façon, les mesures sont des mesures de contrôle totalitaire en ce moment. On cherche à avoir l'obéissance des populations. Donc, ils vont pas... t'es vacciné? Oui, écoute, tu vas continuer à porter ton masque pareil et avoir ta distanciation parce que ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que le vaccin va réduire la force des symptômes si jamais tu l'attrapes. Donc, ça veut dire que tu peux quand même l'attraper et tu peux quand même la transmettre. Fabuleux. Oui, puis tu sais, dans une échelle de réduire les symptômes, là, si tu n'as pas beaucoup de symptômes, ça va réduire comme ça, mais si tu as beaucoup de symptômes, ça va réduire comme ça. C'est complètement absurde, là, tu sais. Et donc, réduire les symptômes. Puis personne n'a les mêmes symptômes parce que, évidemment, les statistiques incluent grippe, rhume et pneumonie. Donc, tout le monde a des symptômes différents en plus, mais ça va les réduire. Donc, si tu parles d'odorat, tu vas perdre un peu moins d'odorat, je pense. Mais donc, peu importe. Tu vois, c'est ce système-là qui est maintenant là sur pied. Donc, nous, le téléjournal, vous appelez ça comment vous appelez ça au Québec? Le téléjournal, c'est bon. En fait, Radio-Canada, l'émission de nouvelles, c'est le téléjournal qui s'appelle. À ne pas confondre avec Radio-Québec. Non. C'est pas le même média. Souvent, les gens confondent ici en Europe. C'est pas du tout la même chose. Non. Et donc là, c'est quoi? Alors, tu nous parles des newsreels à partir de 36, dans les années 30. Oui, c'est ça. En fait, quand je disais, au fond, c'est que les années 30, on prépare la guerre, carrément. Donc, premièrement, on a des leaders charismatiques ou moins qui se lèvent un peu partout en Europe et qui haranguent les foules. Et donc, on a fait naître le fascisme et le nazisme. Et là, on a des super démagogues à la tête, comme Mussolini et Hitler, qui haranguent les foules. Au niveau de la propagande, la machine nazie est particulièrement efficace parce que Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande sous Hitler, Goebbels, lui, c'était un fan d'Edward Bernays. Il avait beaucoup appris d'Edward Bernays. Et c'est Goebbels, d'ailleurs, qui va dire la phrase célèbre qui nous reste encore jusqu'à aujourd'hui. À force de répéter un mensonge, il devient la vérité. Et c'est effectivement vrai. Et donc, on a toute l'image de la puissance de la Wehrmacht et de la Luftwaffe et de tout ce qui est FAF en Allemagne, qui était pour attaquer le reste de l'Europe très bientôt, c'était que de la propagande. Si on pense à Leni Riefenstahl, dans le fond, qui, elle, était une documentariste, entre guillemets, là, parce qu'elle faisait de la propagande, pas du documentaire, mais sous le couvert de documentaire, dans le fond, elle montrait la puissance du Troisième Reich là, à l'intérieur de ça. Elle le fait sous plusieurs documentaires. C'était hyper stylisé. C'était épuré. Il y a des vidéoclips qui s'inspirent d'images, qui se sont inspirés d'images de Leni Riefenstahl, qui reprenaient l'esthétisme graphique et symétrique qui a été développé. Donc, la machine de propagande nazie a été hyper forte. Les Américains, ce qui est assez étrange, c'est qu'on jouait beaucoup dans les sentiments, grâce à Bernays, entre autres, et les émotions, mais on était quand même un peu moins raffinés. Donc, évidemment, avant la télévision, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on est avant la télévision, on avait le cinéma qui était le rendez-vous pour aller voir des images qui bougent. Et on avait, avant les films, on projetait des newsreels.
Et les newsreels, dans le fond, c'était comme des mini-bulletins de nouvelles internationales, souvent, sur ce qui se passait à l'extérieur et tout ça. Et clairement, dans les newsreels de pré-guerre, on fait monter la fibre patriotique aux États-Unis. On est en train de montrer le danger du nazisme et de la folie d'Hitler et de Mussolini de l'autre côté de l'Atlantique. Et bien que les États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre encore, l'ont pas fait jusqu'en 1941 quand même, fin 1941, on les préparait quand même psychologiquement déjà à ça. Et c'était le newsreel qui remplaçait à l'époque le bulletin de nouvelles et qui, dans le fond, venait faire appui à ce que les gens pouvaient lire dans le journal face à ça. Donc, ça a été une opération, des opérations là, hyper importantes. Et alors que ce qui est quand même drôle là, par rapport à Mussolini et Hitler, tu sais, la démagogie et les gesticuleux, tout ça. De l'autre côté, tu avais Staline, qui lui était toujours assis qu'une grosse moustache et qui ne parlait pas, qui s'appelait Grand-Papa Gâteau, et dont les défilés militaires étaient pathétiques à l'époque. C'était vraiment comme tout croche. Au Québec, on dit que c'était broche à foin. Mais lui, clairement, Staline n'avait pas encore compris ce qui était pour être, ce qui était devenu, dans le fond, la propagande. Disons que les Soviétiques n'étaient pas encore au diapason du reste de la planète pour ça. Et Staline était très lymphatique. Il n'ouvrait jamais la bouche, il souriait à tout le monde. Oui, pendant que dans les goulags, tout le monde s'étranglait. Tu parles de ça dans ton livre d'ailleurs. Oui. Mais par contre, il y a une chose que je ne savais pas du tout. Oui. C'est la stratégie de propagande de Hitler qui a mis du temps avant de montrer sa photo. Oui, ça, c'était voulu. Ça. Moi, je l'ai appris en faisant des recherches, mais effectivement, c'est quand même assez, surtout que maintenant, on connaît tous le visage d'Hitler et tout ça, mais au fond, c'est qu'au début du Parti social-nationaliste, quand Hitler a commencé à devenir tranquillement le démagogue qu'il était, ils ont stratégiquement décidé de ne pas le montrer. Ça fait que, dans le fond, les gens disaient Hitler a dit ci, Hitler a dit ça, mais c'était comme une espèce de personnage mystérieux que les gens n'avaient pas vu, ils ne savaient pas de quoi il avait l'air et tout ça, mais c'était stratégique. Donc, on ne publiait pas de photos de Hitler. Et ça nous fait penser, dans le fond, à l'empereur japonais, dont, avant la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait pas montrer de photos de l'empereur japonais parce qu'il devait être vu comme un semi-dieu ou à peu près, donc on ne pouvait pas le prendre en photo. Mais au fond, ce qu'on a fait en Allemagne, c'était sensiblement la même chose. On a créé un personnage mythique pour quand on l'a dévoilé avec toute la puissance du nazisme et de la svastika partout sur fond rouge, à ce moment-là, c'est devenu poum! Et c'est lui qui était pour sauver l'Allemagne de la dèche la plus totale dans laquelle elle était plongée depuis la Première Guerre mondiale en raison des dettes de réparation, entre autres. Donc, c'est tout des stratégies. C'est toujours de la stratégie. Dans Guerre et mensonges, le premier livre de la trilogie, tu nous parles de l'aspect historique de tout ce passage-là. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai que maintenant, il y a on fait beaucoup de parallèles entre ce qu'on vit maintenant et la Deuxième Guerre mondiale, avec les résistants d'un côté, les collabos de l'autre. Ça énerve des gens qui ne voient pas du tout le rapport. Et c'est vrai que quand on voit des images de ce moment de propagande avec Hitler qui fait ses discours et des milliers de personnes qui sont vraiment comme tu expliques avec Bernays, via son tonton Freud. Oui, c'est ça. Cette psychologie des masses, en fait. Où il n'y a plus, c'est comme des animaux un peu. On est régi par les émotions, il n'y a plus d'esprit critique. Et on se dit, c'est pas possible, ils étaient stupides à cette époque de... Oui, mais c'est ça, mais ça reste ça. Ça reste que c'est toujours de la manipulation. Si on passe après la Deuxième Guerre mondiale, au fond, la même chose, on a eu une période un peu relaxe, alors que tous les mondialistes, là, on tombait dans l'Empire américain en 1944. Donc, on a commencé à mettre en place, dans le fond, ce qui était pour être les bases d'un gouvernement mondial, comme la CIA, l'OTAN,
l'ONU, l'OMS. On a tout construit ces trucs-là pendant un certain temps. Et les gens ont eu une espèce de répit de la propagande pendant quelques années, tout ça. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que là, on veut, une fois qu'on a tout créé ces trucs-là au début des années 50, au fond, c'est-à-dire fin des années 40, début des années 50, on a laissé les gens tranquilles un peu et réfléchir par eux-mêmes pendant un bout de temps. Et puis, dans les années 50, ce qu'on a voulu créer, c'est autre chose. C'est que là, pour justifier les dépenses militaires qui étaient pour être faites, pour justifier toutes les dépenses de la police et tout ça, on a créé la guerre froide. Et c'était donc du jour au lendemain, pratiquement, mais ça a commencé avec, entre autres, la commission McCarthy aux États-Unis, mais on a commencé à démoniser le communisme. Et le communisme est devenu l'ennemi commun et ça a justifié des dépenses insensées au niveau militaire alors qu'il n'y avait pas de guerre entre les deux. Par contre, ils ont réussi à créer des conflits comme en Corée et au Vietnam en opposant le communisme avec le démocrate capitaliste que j'appelle toujours. Mais c'est ça, c'est que la guerre froide, tout ce concept-là a été créé de toutes pièces là aussi. Là. Et si on regarde, là, pour moi, un exemple qui est vraiment intéressant au niveau de la guerre froide, c'est que, dans le fond, pendant toutes les années 50 jusqu'au début des années 60, aux États-Unis, il y a eu au cinéma ce qu'on appelle les schlock. Qu'est-ce que les schlock? Les schlock, c'est des films à petit budget où justement il y a comme un ennemi qui vient envahir ta patrie. OK? Puis, et c'était sous toutes les formes possibles et inimaginables. La couleur rouge est souvent associée parce que c'était, au fond, une allégorie pour penser, c'était toujours comme si c'était les communistes qui entraient chez toi, mais ils venaient sous la forme de blobs, de martiens et de tomates rouges. Et parce qu'il y avait Invasion of the Red Tomatoes là aussi. Donc, ce phénomène-là des schlock a duré pendant quand même une dizaine d'années, a produit un nombre incroyable de films et dans à peu près tous les cinémas, à toutes les semaines, il y avait des schlock. Et ça, évidemment, ça permet de mousser toute la période de la guerre froide et je dirais même des deux côtés du rideau de fer, dans le fond, qui séparait les deux idéologies. De l'autre côté aussi, ça a permis de mousser l'armement, tout ça, parce que l'Union soviétique fonctionnait quand même avec les mêmes banques internationales et donc c'est les mêmes gens qui profitaient de l'armement qui se montait des deux côtés, là. Et même si l'URSS, par définition, la Russie, au fond, a un plus grand contrôle politique de son pays, reste que l'Union soviétique était complètement contrôlée au niveau économique aussi de la même façon. Et c'est les mêmes gens qui en profitent. Donc, on peut voir que de créer cette opposition-là, de créer tout psychologiquement tout le phénomène de la guerre froide, puis de démoniser tout ce qui est communiste, ça permet de faire de l'argent à ceux qui font des armes et qui font de la police. Et puis ça permet d'augmenter la police parce que au bout de cette période-là, en plus, c'est là que l'OTAN et la CIA ont carrément réinventé le terrorisme. Et donc, se sont mis à faire des attentats parmi les années 60, des attentats terroristes un peu partout en Europe, en blâmant toujours des groupes communistes du type Brigade Rouge en Italie, mais c'était toujours perpétué par des agents autant de l'OTAN que de la CIA, mais des agents qui étaient civils et démobilisés, là, théoriquement. Mais c'est ça. Et c'est comme ça qu'on manipule. Et c'est ça. Pour moi, là, c'est important de tout comprendre, tous ces concepts-là, parce que au bout de ça, si on arrive éventuellement à se débarrasser de tout cet endoctrinement-là, ça va être fini. On ne pourra plus nous faire ce qu'on veut. On ne pourra plus canaliser nos votes vers quelque chose. On ne pourra plus s'en remettre au gouvernement pour notre protection, notre sécurité, tout ça. On va arrêter d'avoir peur.
Alors, Sylvain, dans ton livre, tu Mhm. nous parles évidemment d'histoire pour remettre les pendules à l'heure sur certains points. Tu nous Ouais. parles de la démocratie, Mhm. hein, des Mhm. groupes politiques. Tu nous parles de la consommation et tu nous apprends aussi des choses. Moi, j'adore ce passage-là. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire de Betty Crocker. Ah, Parce que là, on est début des années 50. La télé arrive dans les salons. oui, On ne nous a pas appris à l'école non plus comment on fait pour vous vendre, les amis, des choses, le oui, packaging, ouais, tout. Alors, on fera des émissions spéciales là-dessus, parce que là, le neuromarketing, c'est une grosse passion pour moi et je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer. Mais c'est quoi cette histoire de Betty Crocker, Sylvain? Ben, en fait, c'est un autre exemple typique. C'est pour ça que j'ai gardé lui, entre autres, là. Mais c'est un exemple tellement simple de manipulation. Et ça s'est inscrit aussi dans le courant de là où on a établi la propagande et le contrôle de la pensée sous forme de science. Parce que, au fond, bon, Betty Crocker, ben ici, en tout cas, tout le monde connaît ça. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, mais c'est des mélanges à gâteaux tout préparés et normalement, tu ajoutes une tasse et voilà, tu mélanges, tu mets au four et il y a un gâteau qui sort de ça. OK? Donc, c'est des gâteaux presque prêts déjà. Il reste juste à les faire cuire puis à mélanger un peu. Quand Betty Crocker, dans les années 50, a sorti son produit, ben, il ne se vendait pas très bien. Pourquoi? Parce que toutes les femmes ne travaillaient pas encore. Et les femmes à la maison, il y avait un livre qui s'appelait Femmes au foyer, là, ici, et qui, dans le fond, répertoriait les tâches de la femme à la maison, les devoirs de la femme à la maison, tout ce qu'elle a besoin de faire. Et c'était toujours dans le but de plaire à son homme. Ce qui est fou, c'est que je me rappelle d'avoir entendu des trucs comme les femmes passaient toute la journée démaquillées à la maison à faire du ménage, faire de la bouffe, faire des trucs ici, puis se maquillaient juste avant que le mari arrive. OK? Pour être belle pour eux. OK? Ce qui est arrivé dans le cas de Betty Crocker, on s'est demandé pourquoi on ne vendait pas ce mélange à gâteau là, qui était pourtant formidable parce que c'était super facile maintenant de faire un gâteau grâce à ça. Et là, ils ont fait des focus groups. C'est quoi un focus group? C'est dans le fond, tu invites un paquet de monde dans une pièce et tu leur montres un produit, tout ça, et tu essaies de comprendre pourquoi ce produit-là ne fonctionne pas en les questionnant par rapport à ça. Et là, dans le fond, ce qu'ils ont réussi à démontrer dans le focus group de Betty Crocker, du mélange à gâteau, c'était que c'était trop facile à faire, ce gâteau-là. Et les femmes ne voyaient pas un intérêt à faire ce gâteau-là trop facile, alors qu'elles cherchaient à plaire à leurs hommes et à leur montrer qu'elles faisaient du travail. Donc, faire un gâteau presque prêt déjà, ça ne correspondait pas à ce qu'elles voulaient démontrer. Donc, là, ils ont eu le génie d'ajouter à la recette un œuf. Donc, au lieu de juste mélanger de l'eau au mélange, on cassait un œuf en plus. Et là, on mélangeait et on arrivait à la même chose, à un gâteau. Mais juste cet œuf-là a fait que les femmes se sentaient plus valorisées de faire ce gâteau-là. Et le gâteau s'est mis à se vendre. Et on a fait la pub sur laquelle, vous achetez le Betty Crocker, mélangé avec une tasse d'eau et un œuf, et voilà, tout est réglé. Et là, ça s'est mis à se vendre, je dirais comme des petits pains chauds, mais comme des gâteaux presque chauds. Mais on voit à quel point la manipulation peut être vraiment simple, vraiment simple. Et pourtant, ça n'avait pas été simple d'arriver à cette solution-là. Il avait fallu passer par un focus group et tout ça. Et dans le fond aussi, on le voit là, les balbutiements du marketing. Je pense que Edward Bernays a joué beaucoup là-dessus sur C'est hallucinant. Ouais. Tu sais ce que tu nous racontes dans ce livre-là avec cet épisode, c'est vrai que c'est hallucinant. Je pense que les gens qui viennent d'écouter ça et qui le découvrent pour la première fois, ils se rendent compte à quel point, écoute, c'est complètement fou. Oui, C'est vrai, comme tu dis justement, le fait de se synchroniser sur le besoin caché et c'est tout l'art ouais, du marketing, en fait. ouais, On n'en a rien à faire du gâteau. C'est quel besoin ça doit aller remplir et c'est vrai. Comme ouais. tu dis, à l'époque, dans l'opinion publique, la femme, elle avait besoin de se sentir Valoriser. la maîtresse de maison Oui, et le oui, fait oui. de mettre que de l'eau,
dans ce mélange, faisait qu'elle perdait son statut Oui, de femme, on dit en italien ingamba, tu vois? oui, c'est ça. Maintenant, si tu dis aux femmes ça, je Oui, sais c'est pas, ça. ça a tellement changé et Ouais, ça me fait penser à je fais juste une petite parenthèse pas de par problème. rapport aux pubs qui ont Mhm. été à la grand tournant. Je sais pas chez vous au Québec quel a été l'impact, mais Nespresso avec Georges Clooney, qui ont quand Ouais, même réussi à nous vendre les capsules à café, des dizaines de fois plus cher que le café, tu vois les pubs comme elles ont changé aussi, hein, c'est ouais, ouais, exactement ouais, ça. ouais, ouais. Avant, on nous parlait du café torréfié, on voyait les producteurs dans leurs champs et Ouais, c'est cetera ça, c'est ça. et là, avec lui, ça a Mhm. changé complètement. C'était, Ouais, What else? Non mais dingue ouais. et le café, coûte, je sais plus, on avait calculé, je crois 40 fois plus cher En capsule? et en plus, Mm. plein d'aluminium Oui, oui, oui. Pollution extrême. et à chaud, tu chauffes l'aluminium, donc en plus, tu te prends les métaux lourds, tant qu'à Oui, faire. oui. Ben, c'est ça, on crée des besoins dans l'inconscient en créant des désirs par la publicité, et c'est ça. Et au fond, les bulletins de nouvelles font la même chose, c'est-à-dire qu'on crée une image dans l'inconscient de la réalité, Mmh. mais qui ne correspond pas. Et c'est probablement pour ça qu'elle est si difficile à expurger de là, expurgner de là. C'est-à-dire que c'est dans l'inconscient que c'est pris. Ce n'est pas juste c'est pas juste nettoyer sa conscience là, qu'il faut. Il faut aller fouiller plus loin pour se Mmh. nettoyer tout ça. Si avant de finir, là, je m'en voudrais, dans le fond, de ne pas finir en parlant justement de l'endoctrinement des époques à partir de là. C'est que dans les années 60, on a laissé tomber un peu la méthode Freud, disons, de l'analyse, et est née, au fond, dans le marketing, mais aussi dans l'idéologie générale du peuple, là, l'idée du moi. Okay? L'important, c'est moi. Et c'était un peu l'indépendance de soi. Donc, on a multiplié les produits pour que chacun puisse se faire une image de soi qui était différente de celle du voisin. Donc, l'idée, c'était de se démarquer et est née une époque d'individualisme là, qui est née à partir des années 60, qui est quand même importante parce que il y a eu une libération de beaucoup de choses et une libération de l'endoctrinement qui s'est fait tranquillement au fil des années 60. C'est lié évidemment à l'histoire aussi parce que les années 60, c'est quoi? C'est la guerre du Vietnam et le désenchantement total par rapport aux guerres. Et la musique a suivi ça, le cinéma a suivi ça. Et au début des années 70 est arrivée la multiplication des médias. Et ça, c'est un phénomène super important aussi parce que au bout d'une décennie où on faisait la promotion de l'individu et de presque du réfléchir pour soi et où il y avait un désenchantement de la politique et de la méchante guerre froide aussi, là. Donc, les médias se sont mis, il y a eu des chaînes télé qui se sont ouvertes, on a commencé à câbler tranquillement. Et il y a eu plus de magazines qui sont sortis, plus de compagnies de production indépendantes de cinéma, parce que le cinéma était très, très fort dans les années 70 aussi. Ce que ça a fait, c'est que c'est devenu compliqué de contrôler le narratif médiatique ça a duré une vingtaine d'années. Donc, si on parle autant, dans tous les médias, en fait, de la musique jusqu'au film, en passant par les magazines, les journaux, tout ça, ça a été la période de l'âge d'or, OK? De 70 à 90 à peu près. OK, grosso modo, là. Et là-dedans, là, sont sortis, dans le fond, des histoires qui ne seraient jamais sorties à d'autres époques, comme le Watergate est sorti à cette époque-là. Surtout Iran-Contra dans les années 80, où, dans le fond, on a appris que la CIA importait de la cocaïne, puis de la Colombie, où il laissait des armes au Contra là-bas. Puis, en plus, il avait été vendre des armes aux Iraniens pour avoir du fric pour aller fournir les armes au Contra. Donc, c'était un triangle maléfique qui était construit avec la CIA conjointement avec l'armée, les services d'intelligence de l'armée et tout ça. Et c'est sorti dans les médias. Et ça, c'est des trucs ça ne sortirait pas aujourd'hui. Il y en a plein de choses qui se passent comme ça aujourd'hui, puis on n'en entend pas parler pour la plupart. Et c'était dû à justement la dislocation du contrôle médiatique pendant cette période-là, 20 ans.
On peut le voir au cinéma, entre autres. Pour moi, c'est intéressant de voir comment les films des années 70 et des années 80, ils frappent sur le gouvernement américain, mais à tour de bras. Ils frappent sur la CIA. Ils frappent sur les médias même. Tu sais, si on pense au film Network, on frappe sur les médias. 3 jours du Condor, on frappe sur la CIA et les médias. Il y a eu des films qui démontraient carrément là, les violences du gouvernement américain en Afrique centrale, comme Salvador, Under Fire. Broadcast News, un autre film qui frappe les médias puis qui démontre comment les médias sont manipulateurs, tout ça. Donc, on peut vraiment voir là, dans les années 70 et 80, puis tous les films de guerre, ça j'en avais déjà parlé, mais les films de guerre des années 70 et 80 aussi, comme Apocalypse Now, Deer Hunter, et Hamburger Hill et tout ça, qui démontrent toutes les exactions, dans le fond, de l'armée américaine au Vietnam. Ben, c'est des trucs qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Là, c'est fini parce que, comme on va savoir, mais on a déjà parlé un peu, mais c'est que entre 88 et 90, on réunit tous les médias confondus à l'intérieur de 6 conglomérats. On achète tout et c'est devenu des super conglomérats médiatiques. Et donc, tu as juste à réunir 6 personnes au fond pour faire un meeting, pour diriger 95% de tous les médias, pour leur faire dire exactement ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que... Mais c'est là que c'est important de comprendre, ceux qui ont connu les années 70 et 80, puis qui vivent aujourd'hui dans une période complètement différente, ben c'est vrai, parce que à partir des années 90, le narratif a complètement changé de côté et on est redevenu complètement endoctriné par les médias là, à partir de là. Bah, d'ailleurs, tu appelles ça l'âge d'or du journalisme, hein, C'est 74-90. Ouais, c'est Ouais. vrai et ça a été, écoute, on le regarde aujourd'hui. Pour moi, je le regarde avec une certaine nostalgie. C'est certain qu'il y avait énormément d'endoctrinement encore qui était fait dans les médias, particulièrement justement les grands médias mainstream comme, mettons, aux États-Unis, c'était ABC, CBS, NBC. Tu avais la BBC. Bon, tu sais, on avait ici, on avait Radio-Canada aussi qui faisait ces trucs-là. Mais comme il y avait d'autres chaînes, il y avait d'autres informations qui sortaient ailleurs et qui étaient, dans le fond, les propriétés de propriétaires indépendants, ben à ce moment-là, les gens, il y avait beaucoup plus d'écart là, entre ce que tu pouvais voir dans certains médias puis ce que tu voyais sur les médias officiels, dits officiels, qui étaient contrôlés par le gouvernement, mais surtout par les milliardaires qui contrôlent le gouvernement. Alors, Sylvain, si on doit résumer en quelques lignes, en quelques mots, ce chapitre 4 du contrôle de la pensée, Yep. où toi, tu nous emmènes depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à cet âge d'or du journalisme, hein, ça s'arrête plus ou moins là, hein, ce Ouais, chapitre. ouais. Comment toi, tu le résumerais? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est de comprendre comment on nous manipule, puis surtout, je pense que c'est le fun de comprendre l'évolution de ça. Comment d'abord la publicité a changé, puis qu'après ça, les techniques qui étaient appliquées en publicité ont été appliquées sur la propagande et dans les bulletins d'information. Et c'est les mêmes techniques par les mêmes gens, parce que Bernays, après avoir fait de la publicité, il est devenu propagandiste officiellement par le gouvernement. Et tu sais, juste avant de finir, ce qu'il avait fait, entre autres, c'est que ils ont voulu envahir le Guatemala en 1954. Et parce que, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est que les frères Dulles, Allen et l'autre, là, qui travaillait pour le CFR, qui était président de la CIA, ben, il était aussi propriétaire d'une compagnie de fruits au Guatemala, dont les bananes. Là, je ne me souviens plus du nom de la compagnie. Mais il voulait reprendre le contrôle sur la production agricole et maraîchère du Guatemala. Donc, ce qu'on a fait, il y avait Jacobo Arbenz qui était... il n'était pas communiste, il était, mettons, plus socialiste. C'était quelqu'un qui voulait se battre pour le peuple, pour l'indépendance du Guatemala. Ben, on a engagé Bernays carrément pour démolir l'image de Jacobo Arbenz et de dire que c'était un sale communiste et que, dans le fond, il a fait des conférences, ils ont fait des pubs, ils ont fait toutes sortes d'affaires
pour démolir cette personne-là, pour justifier une intervention au Guatemala. Et que quand Jacobo Arbenz a compris ce qui était en train d'arriver, il n'a même pas attendu qu'on l'arrête et qu'on le fusille. Il s'est retiré tranquillement, puis il a dit « OK, vous pouvez reprendre le Guatemala et nos bananes ». Et c'est à peu près ce qui est arrivé, mais c'était Edward Bernays qui avait tout mené la campagne anti-Jacobo Arbenz en 1954. Oui, c'est vrai que tu nous parles de cet épisode dans ce chapitre 4 et on n'en a pas Mhm. beaucoup parlé. Mhm. Et toutes les références, les noms des compagnies, etc., et tout est noté. Ouais. Food Corporation, ou je ne sais plus. Moi aussi, j'ai un trou de mémoire. American Fruit, je pense. Je American ne sais, Fruit. ouais, je sais plus non plus. En tout cas, tout est écrit dans le chapitre 4. Ouais, ouais. Et ensuite, on arrive sur le chapitre 5, qu'on fera dans la prochaine capsule, qui s'appelle L'enfer du cash ou le cash ou l'enfer. Ouais. Ouais, là, en fait, c'est de comprendre le système des banques centrales, au fond, de la Federal Reserve et tout ça, parce que c'est des notions qui sont hyper importantes et que, évidemment, on ne nous en parlera pas ni à l'école ni dans les médias. Donc, c'est à nous de le faire gratuitement. Oui, et comment, en fait, on va forcément parler de l'impôt, hein, parce que Ouais. qui dit cash dit aussi impôt. Mhm. Et tu nous apprends plein de choses. Moi, j'adore. Écoute, Sylvain, je crois qu'on arrive au bout, là. Hein. C'est un chapitre, le 4, le contrôle de la pensée. On rentre vraiment avec des noms dans ce moment-là du chemin qui vont revenir. Bernays. Alors, Chomsky, on en parlera plus tard. Du coup, Noam Chomsky, on n'a pas pu en parler aujourd'hui. Ouais. On reviendra sur lui. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Je fais un gros cœur sur l'histoire de Betty Crocker. Ah oui, j'avoue. Hein. Tu as un œuf à la maison? Parce que ça ne te prendra pas grand-chose pour rendre ton homme heureux. Ah oui, mais en fait, on en mange tellement d'œufs, enfin surtout Pascal, je crois qu'on va acheter des poules. Ah, voilà. Et là, tu vas Comme te rendre vraiment utile, enfin, Emma. Voilà. Tu vas être vraiment valorisé. Casser des coquilles pour Pascal. Bien, alors je crois qu'on a fini, les amis. Tous les liens pour retrouver Sylvain sur son site, pour les Québécois, commander les livres, etc., précommander, c'est dans la description de cette vidéo. Pour le reste des livraisons, pareil, vous allez sur emmacruzy.com, mais tout est noté dans sous cette vidéo. Et puis, pensez à aller voir ce short movie, ce petit film de 19 minutes dont je vous parlais au début de la capsule, post-produit par Pascal sur l'ingénierie sociale. Et là, vraiment, c'est intéressant parce que ce dont Sylvain nous parlait aujourd'hui, donc il y a la commission Creel, Bernays aussi, il y a des images, on voit aussi Charlie Chaplin justement dans ce film, c'est pour ça que j'y pensais tout à l'heure. On voit ces moments-là avec des images d'époque et c'est chouette aussi de pouvoir se replonger en fait dans cet univers. On a oublié maintenant, on a les réseaux sociaux, on est tous là avec nos téléphones, mais ça se passait dehors avant, ça se passait hors de la maison quand les gens n'avaient pas la télévision. C'était complètement différent. En tout cas... Puis Charlie, quand même, hein, qui avait fait Le Dictateur en 1940. Donc, oui. il faisait, dans la business de propagander les gens pour les préparer à entrer en Europe. Là. Exactement. Et puis aussi, dernière info, parce que tu nous as lancé le chapitre sur les films. Je sais que toi, tu es un grand cinéphile. Et on a quand même eu beaucoup de demandes, surtout quand on faisait les capsules sur Guerre et mensonges. Tu te souviens, tu nous parlais souvent des films de guerre en nous disant, alors celui-ci, c'est un film de propagande, celui-ci, il faut le comprendre comme ça, etc. Les amis, si vous avez envie qu'on fasse avec Sylvain une capsule spéciale, pourquoi pas même en direct, avec les films, les périodes de films, etc., comprendre mieux en fait les messages qui sont derrière. Il suffit de nous les mettre en commentaire, de nous dire oui, ça nous intéresse, on veut, et puis on fera volontiers une émission spéciale là-dessus parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et ça, je trouve ça génial. Oui, c'est vraiment le fun. Les films de guerre, à travers le temps, c'est tellement fascinant de voir l'évolution du contenu. Là. Et du discours. Bien, alors Sylvain, je crois qu'on a tout dit. Yep. Pour aujourd'hui, Alors les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, partagez-la, commentez. On se réjouit de vous retrouver bientôt. Et puis, le livre est là. Le gros pavé. En tout cas, nous, de notre côté de l'Atlantique, on l'a et c'est 525 pages de gros bonheur.
Oui. Merci Sylvain. Hey, plaisir. À très bientôt. Salut les Ouais. amis. Ciao, ciao. Là, il danse, là. Tu t'es amélioré, tu t'es entraîné Sylvain. Non, je suis toujours aussi mauvais. Oh.